Le 17 mars 2003, la crise qui ébranle la communauté internationale depuis 3 mois touche à sa fin. Au moment où il adresse un ultimatum à Saddam Hussein, George Bush accuse certains pays de manquer à leurs devoirs. My fellow citizens, events in Iraq have now reached the final days of decision. Yet some permanent members of the Security Council have publicly announced that they will veto any resolution that compels the disarmament of Iraq. These governments share our assessment of the danger, but not our resolve to meet it. Il ne nomme pas ces pays, mais chacun sait que la France est en tête de la liste. Pourtant, 18 mois plus tôt, le 18 septembre 2001, quand le président américain recevait à la Maison-Blanche Jacques Chirac, premier chef d'État venu à Washington après les attentats du 11 septembre, l'entente semblait parfaite. It is my honor to welcome a good friend, a good personal friend, and a good friend of America to the Oval Office. It's the first formal visit I've had with any world leader since the terrible day a week ago. After the incident, after that day, I got a lot of phone calls, and one of the most meaningful phone calls of all was from Jacques Chirac. J'ai voulu dire au président Bush notre détermination, qui est sans réserve, pour lutter avec toute l'efficacité nécessaire contre ce nouveau type de mal absolu qu'évoquait à l'instant le président et qu'est le terrorisme. L'attaque du 11 septembre nous a donné plusieurs leçons. Une des plus importantes était qu'il est possible d'attendre trop longtemps avant d'agir face à une menace connue. Car nous savions ce que Al-Qaïda préparait. Nous savions ce que Ben Laden faisait. Nous avions vu les camps d'entraînement en Afghanistan. Mais nous n'avons rien fait. Blair était très inquiet à l'idée que les Américains se laissent, pour ainsi dire, détourner de leur traque d'Al-Qaïda et, si nécessaire, des talibans, en allant aussi en Irak au même moment. Et il était en partie venu à Washington pour les en dissuader. Mr. Speaker, the President of the United States. Le 20 septembre, George Bush vient exposer au Congrès la riposte des États-Unis agressés. Tous les sénateurs et tous les députés sont là. Démocrates et républicains encouragent un président dont beaucoup se demandent s'il sera à la hauteur de la situation. Ce jour-là, George Bush sait aussi qu'il peut compter sur l'allié le plus fidèle des États-Unis. Once again, we are joined together in a great cause. So honored the British Prime Minister has crossed an ocean to show his unity with America. Thank you for coming, friend. Quand le président a dit pendant le dîner, et j'y étais, nous reviendrons à l'Irak en temps voulu, il ne parlait pas d'examiner les sanctions ni de durcir la réglementation en matière de contrebande. Il parlait d'un changement de régime. Beaucoup de gens impliqués dans ce processus comprenaient que l'Afghanistan n'était qu'une partie d'un problème plus vaste qu'il fallait traiter en premier. Mais qu'en aucun cas, ce serait la fin de ce qui est devenu une guerre contre le terrorisme. I will not wait on events while dangers gather. I will not stand by as peril draws closer and closer. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Il a dit que l'ennemi était le terrorisme international, les régimes qui abritent des terroristes internationaux et les régimes dits voyous, capables de produire des armes de destruction massive. C'était l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil
arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. These regimes pose a grave and growing danger. Nous devons faire la distinction. Qui est l'ennemi? Qui est le véritable terroriste? Nous ne pouvons pas laisser l'option ouverte et dire « Nous combattons le terrorisme et donc nous allons choisir cette cible », comme si elle représentait le terrorisme international. Je ne connais personne qui pensait que Saddam Hussein, l'un des tueurs les plus vicieux et sadiques à la tête d'un État, je ne connais personne qui pensait que les Nations Unies réussiraient en lui demandant simplement de coopérer. Pour Donald Rumsfeld, secrétaire à la Défense dont Richard Perle est l'un des conseillers, les États-Unis doivent agir vite et fort afin de renverser Saddam Hussein. Et il est inutile de rechercher l'accord de l'ONU. Le camp des durs à Washington estime que le moment est venu de tourner le dos à une organisation internationale jugée bureaucratique, impuissante et hostile à l'Amérique. On commençait à s'inquiéter sérieusement ici, notamment au Parlement, de la possibilité que les Américains entreprennent une action militaire contre les Irakiens sans avoir obtenu de mandat des Nations Unies. Cette situation s'est renforcée en mars, avril, mai et juin 2002 et a fait l'objet de conversations entre le Premier ministre et le président Bush au cours de l'été 2002, ainsi qu'entre moi-même et le secrétaire d'État Colin Powell. Face au camp des durs, Colin Powell, ex-général 4 étoiles et nouveau chef de la diplomatie américaine, est l'homme le plus populaire du gouvernement. Il sait bien que pour un pays, aussi puissant soit-il, mieux vaut bénéficier de la caution internationale si l'on compte déclarer la guerre à l'Irak. Le 5 août, le président et moi avons eu une longue conversation sur la situation et nous avons évoqué la nécessité du soutien international. Nous avons discuté du meilleur moyen d'obtenir ce soutien international. Le moyen d'y parvenir serait de porter le dossier devant les Nations Unies. Puisque l'Irak avait agi en violation des résolutions de l'ONU et que nous estimions par ailleurs qu'il représentait une menace pour la région et pour nous, il me paraissait approprié de s'en remettre aux Nations Unies. Et le président a été d'accord. President Bush, escorted by Secretary Rumsfeld, will move to the side stage for the unfurling of the American flag and our national anthem. Certes, Powell et les Anglais ont eu gain de cause, George Bush ira à l'ONU. Mais l'Amérique n'a pas oublié, comme en témoigne le premier anniversaire au Pentagone de l'attentat du 11 septembre. Les durs, Donald Rumsfeld en tête, n'ont pas désarmé. ONU ou pas, ils estiment la guerre inévitable et ils entendent bien montrer à l'Amérique que son armée est digne de la première puissance du monde. Pour moi, la conclusion était naturelle. Les Américains chercheraient à renverser Saddam Hussein par la force, à obtenir un changement de régime à Bagdad et se lanceraient dans une opération militaire. S'ils pouvaient le faire avec l'appui des Nations Unies, ils étaient prêts à faire le détour nécessaire, y compris le détour dans le temps d'un débat, qui leur permettrait de recueillir l'aval des Nations Unies. S'ils ne l'obtenaient pas, ils interviendraient quand même seuls. Toute certitude me paraît extraordinairement fragile dans ce domaine. On pouvait avoir la conviction d'une volonté américaine, de la volonté, de la détermination d'un certain nombre d'Américains, mais je rappelle que l'équilibre au sein de l'administration n'a pas cessé de bouger durant toute cette période, et qu'au sommet, c'était évidemment le président Bush qui avait à faire ce choix, et qu'en conséquence, toute la question était de suivre ces lignes de fracture au sein de l'administration, entre les différents groupes, entre les différentes catégories, entre les différents acteurs, pour apprécier le risque ou les possibilités d'évolution de la situation. Le 9 septembre, dans une interview au New York Times, Jacques Chirac avait fait connaître sa position.
Il proposait une démarche en 2 temps. Des inspections d'abord, et ensuite, si Saddam Hussein résistait à l'ONU, le Conseil de sécurité se réunirait pour décider de ce qu'il faudrait faire. Trois jours plus tard, quand George Bush s'adresse à l'Assemblée générale des Nations unies, peu de gens savent ce qu'il va dire. Le débat sur ce discours au sein de l'administration Bush a été intense et est passé par de nombreuses versions. J'allais tantôt au département d'État, tantôt à la Maison-Blanche, et je demandais « Qu'y a-t-il dans ce discours ?» Et on me répondait « Oh, nous en sommes à la 15e version, qui dit ci et ça, mais la 16e risque d'être différente quant à la 17e. » Et au bout du compte, il y a eu, je crois, plus de 20 versions. Bon, c'est tout à fait normal. C'est comme ça dans tous les gouvernements. Nous avions compris avant même que le discours ne soit prononcé qu'il y serait fait référence à une future résolution, que les États-Unis travailleraient à obtenir une future résolution. Pour les Allemands et les Russes qui y sont totalement opposés, zéro guerre. Pour les Anglais, s'il faut y aller, une décision du Conseil de sécurité. Pour les Français qui espèrent éviter la guerre, 2 étapes. À 10h39, ce 12 septembre 2002, tout le monde sort sa calculette quand le président Bush monte à la tribune. Powell lui-même n'a pas l'air de savoir vraiment à quoi s'en tenir. My nation will work with the UN Security Council to meet our common challenge. If Iraq's regime defies us again, the world must move deliberately, decisively, to hold Iraq to account. We will work with the UN Security Council for the necessary resolutions. On raconte, et je crois que c'est la vérité, que le prompteur du président est tombé en panne à un moment de son discours. Et certains disent qu'il n'avait pas l'intention de dire « resolutions » au pluriel, mais « resolution » au singulier. Pour nous, c'était fondamental, puisque nous demandions une démarche en 2 temps, et le S que nous avons entendu, mais qui ne figurait pas dans le texte écrit, nous donnait pleine satisfaction. Qui dit S dit plusieurs résolutions, et donc bénédiction de la démarche en 2 temps. Alors, il était apparu, après clarification, que c'était un S qui s'était rajouté impromptu, mais que le texte écrit faisait foi. En fait, à Londres comme à l'ambassade britannique, peu nous importait, du moment qu'il y avait l'engagement de parvenir à une résolution. C'était le point important. Puis nous pourrions continuer à débattre. We must stand up for our security and for the permanent rights and the hopes of mankind. By heritage and by choice, the United States of America will make that stand. And delegates to the United Nations, you have the power to make that stand as well. Thank you very much. C'est une mise en demeure. Les dirigeants américains disent à l'ONU « Nous allons régler son compte à Saddam Hussein, à vous de choisir si ça sera avec ou sans vous. » Coup de théâtre. Le 17 septembre, pressé par le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, par les Français, les Russes et les Syriens, Saddam Hussein accepte par l'entremise de Naji Sabri, son ministre des Affaires étrangères, le retour des inspecteurs. Les Américains qui ne s'y attendaient pas parlent de complot, mais à l'ONU, on va enfin pouvoir se mettre au travail. Le lendemain, à Washington, tandis que le débat fait rage entre durs et modérés, Donald Rumsfeld est entendu par la Commission de la Défense de la Chambre des représentants. Before such an attack occurs. Yes, Mr. Rumsfeld, I think we need weapons inspections, not war. Why are you obstructing the inspections? Is this really about oil? How many civilians will be killed? Mr. Secretary, would you suspend for a minute and isn't this really about oil? Why is it? If we could ask the staff to see to it that our guests are escorted. Imperturbable, le ministre de la Défense va batailler pied à pied pendant 8 semaines pour s'assurer que la résolution débattue à l'ONU n'empêchera pas les États-Unis de faire la guerre.
En Europe, l'ami anglais doit aussi composer avec son opinion publique. Le 24 septembre, le gouvernement de Tony Blair décide de publier un dossier de ses services secrets sur l'armement de l'Irak. It concludes that Iraq has chemical and biological weapons, that Saddam has continued to produce them, that he has existing and active military plans for the use of chemical and biological weapons, which could be activated within 45 minutes, including against his own Shia population, and that he is actively trying to acquire nuclear weapons capability. That is why it is right the UN Security Council again makes its will and its unity clear and lays down a strong new UN resolution and mandate. Rien n'est laissé au hasard pour prévenir les manœuvres de Saddam Hussein. À New York, après 8 semaines de négociations tendues et à la satisfaction générale, une nouvelle résolution va enfin être votée. Comme le veulent les Américains, cette résolution déclare que l'Irak est déjà en violation patente des précédentes décisions de l'ONU et que c'est là sa dernière chance de se mettre en règle. Cependant, les Français et les Russes considèrent que s'il ne la saisit pas, le débat devra quand même revenir devant le Conseil de sécurité. Alors que les Américains, eux, estiment que si Saddam Hussein n'apporte pas la preuve qu'il ne possède plus d'armes interdites, cette résolution leur donne le droit de faire la guerre. Ambiguïté parfaitement onusienne, destinée à satisfaire tout le monde, mais qu'importe, pourvu qu'à présent toutes les mains se lèvent. « 决议草案获得一致通过，成为第1441号、1441-2002号决议。” C'était remarquable. J'ai été d'ailleurs surpris sincèrement. J'ai été surpris de voir que nous étions capables de faire accepter cette résolution par un vote du Conseil à l'unanimité, car elle était beaucoup plus exigeante que tout ce qui avait précédé. J'ai trouvé que c'était une formidable réussite diplomatique. Nous avons voté pour la résolution en émettant une réserve. En aucune circonstance, nous n'interprétions cette résolution comme un prétexte à déclarer la guerre à l'Irak. On a abouti à une formulation très précise qui stipulait clairement que c'était la dernière chance pour l'Irak et que si les inspecteurs découvraient que l'Irak continuait à être en violation patente, ou si d'autres preuves venaient établir cette violation patente, il s'en suivrait de graves conséquences. C'était une très bonne résolution, parce qu'elle était très explicite concernant Saddam Hussein. Ce qu'elle ne prévoyait pas, c'était les étapes suivantes. Le 27 novembre, les inspecteurs de l'ONU dirigés par le Suédois Hans Blix et ceux de l'Agence internationale de l'énergie atomique reviennent en Irak, d'où ils avaient été chassés 4 ans auparavant par Saddam Hussein. Forts des prérogatives que leur confère la résolution 1441, ils entendent mener leur mission à terme, sans céder aux pressions d'où qu'elles viennent. Et la mission des inspecteurs consistait à aller en Irak, à y retourner, après avoir été contraints par les Irakiens d'en partir quelques années plus tôt, 4 ans plus tôt, et de rechercher des armes de destruction massive. Mais avec une différence cette fois. Je dis rechercher, mais cette fois-ci les Irakiens étaient censés pleinement coopérer. Il ne s'agissait pas de jouer au chat et à la souris, à cache-cache. Il y a beaucoup trop de caves en Irak, trop de bâtiments, trop de terre dans laquelle enfouir des choses. L'industrie de production de missiles n'est pas si facile à dissimuler. Et toutes leurs installations nucléaires se trouvaient dans d'immenses bâtiments que les Américains pouvaient voir en grande partie grâce aux satellites. Et s'il est vrai qu'on ne peut pas trouver une aiguille dans une botte de foin, on peut quand même trouver pas mal de choses. Ça ne dépendait pas seulement des recherches, mais des informations que nous donnaient les Irakiens, une déclaration complète et sincère. Le point clé du début de la résolution 1441 était que les Irakiens devaient soumettre une déclaration de tout ce qu'ils avaient fait et possédaient. Et cette déclaration devait être complète, honnête et détaillée.
Obéissant à la résolution 1441, les dirigeants irakiens remettent à l'ONU le 7 décembre une déclaration sur l'état de leurs armements. I think that the United States and Britain wanted such a huge declaration not for the purpose of disarmament, but just to put Iraq in a critical position because they thought that Iraq will not be able to finish and prepare all those declarations in this short time, which is 1 month only after the adopting of the resolution 1441. 3 jours plus tard, à New York, au siège de l'ONU, M. Blix va devoir commencer à s'habituer au feu de la rampe. Well, I think you can guess why I've come here. I'm concerned that President Bush is already declaring that the document is not Okay. No, I'm not concerned about that. They will have their reaction and we will have our study. And here are the documents. Il n'aura pas fallu moins de 2 valises pour transporter la déclaration irakienne. 12 000 pages en arabe dont chacun se demande si elles vont démontrer la bonne ou la mauvaise volonté de Saddam Hussein. Des preuves. Il nous fallait des preuves. Mais aucune preuve ne dissipait les points d'interrogation du passé. Saddam Hussein a démarré sa démonstration en publiant une déclaration sur ses armes de destruction massive et d'autres éléments que nous savions être en grande partie fausses. Elle était incomplète, pleine de lacunes, truffée de mensonges. Nous avons donc su très tôt que l'Irak ne prévoyait pas de coopérer pleinement avec les inspecteurs. Nous n'avons pas obtenu les documents que nous voulions. Mais de là à dire que les Irakiens ne remplissaient pas leurs engagements et qu'ils ne soumettaient pas les documents, c'était impossible s'ils ne les avaient pas. S'ils avaient les documents, c'était une violation. S'ils avaient des armes à montrer, c'était une violation. Et s'ils n'en avaient pas? Violation patente ou pas, le 19 décembre, au terme d'un débat qui a duré de nouveau jusqu'à la dernière minute, Colin Powell, cette fois, perd la partie. Mais cela ne se voit pas puisque c'est lui qui annonce la décision. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. It should be obvious that the pattern of systematic holes and gaps in Iraq's declaration is not the result of accidents or editing oversights or technical mistakes. These are material omissions that, in our view, constitute another material breach. Nous avons immédiatement dit aux Américains qu'il n'appartenait pas à un membre du Conseil de sécurité de déclarer tout seul que l'Irak était ou n'était pas en violation patente de ses engagements. La règle du jeu fixée par la résolution dit rapport des inspecteurs et décision du Conseil de sécurité. Quand vous vous en remettez à une décision de l'ONU et que vous avez un Conseil de sécurité qui prévoit des inspections, vous êtes tenu à un certain calendrier, à un certain déroulement des événements. Et avec le recul, on voit bien qu'il n'y avait pas de véritable synchronisation entre le calendrier qu'impliquait la résolution 1441 et les plans militaires qui envisageaient une guerre au plus tard au printemps 2003. Nous avions par conséquent 2 types de chronologie. 2 chronologies. Mais la chronologie militaire ne saurait attendre. Déjà, Donald Rumsfeld a donné le feu vert pour mettre en branle la machine de guerre américaine. Dès le début du mois de décembre 2002, les premiers porte-avions et leur escadre, bâtiments de surface et sous-marins d'attaque, ont quitté leur port d'attache et entament leur déploiement opérationnel en se dirigeant vers le Golfe. À Noël, on compte déjà près de 50 000 hommes impliqués dans une éventuelle guerre contre l'Irak. Plus que les coups de canon annoncés d'une armada en marche, c'est la claque de ces courtisans qui frappe les tympans du Raïs 4 jours plus tard à Bagdad. Il a réuni ses ambassadeurs pour leur demander d'informer leurs capitales respectives de l'inexistence de l'armement irakien.
Comme si pour Saddam, apparemment inconscient, le temps était encore au palabre. Saddam n'était peut-être pas suffisamment bien informé de l'imminence de l'invasion. Mohamed El-Baradei et moi les avions pourtant avertis quand nous étions à Bagdad. Attention, vous êtes en danger. Et là, bien sûr, ça a fait tilt. Dieu du ciel, combien de temps va-t-il falloir à Blix avant qu'il puisse vraiment juger de la coopération irakienne? Il lui faudrait plus de temps que ne le permettrait une offensive au printemps. Le 13 janvier 2003, inquiété par tous ces bruits de bottes, le président français Jacques Chirac envoie à la Maison-Blanche son conseiller diplomatique Maurice Gourdeau-Montagne. Accompagné de Jean-David Lévite, devenu le nouvel ambassadeur de France à Washington, il rencontre la conseillère à la sécurité nationale de George Bush, Condoleezza Rice, peu encline aux rondes jambes et aux euphémismes. Ce qui nous a frappé au moment de cette visite du conseiller diplomatique du président de la République, c'est que son interlocutrice, Condoleezza Rice, à chaque fois que Maurice Gourdeau-Montagne plaidait en faveur de la logique de la poursuite des inspections, nous donnait des arguments qui plaidaient en faveur de l'abandon de cette démarche à travers les Nations Unies et du recours à l'usage de la force. Il voit bien que l'intervention militaire est dans toutes les têtes et qu'il y a véritablement le sentiment que les Irakiens n'avancent pas, alors même que nous venons d'engager les inspections sur le terrain, qu'elles sont tout juste en train de se roder. Les Américains étaient convaincus que les inspecteurs trouveraient ce qu'ils appelaient un smoking gun, un pistolet fumant, c'est-à-dire la preuve que Saddam Hussein avait menti dans sa déclaration du 7 décembre, dans laquelle il disait il n'y a plus d'armes de destruction massive. Je pense que les Français partaient du principe que si on trouvait quoi que ce soit d'illégal, ce serait la preuve que le processus fonctionnait. Et ce que M. Gourdeau-Montagne a découvert à Washington, c'est que la réaction des Américains serait précisément à l'opposé, que ce serait pour eux la preuve que le processus ne pouvait pas marcher. En d'autres termes, on a le sentiment qu'à une stratégie diplomatique, une stratégie effective de coopération avec les Nations Unies et avec les inspecteurs des Nations Unies, se substitue une mécanique, une chronologie, une organisation militaire. Je dois dire que si certains ont été surpris de découvrir que les préparatifs étaient en cours, c'est que leurs services secrets sont plutôt défaillants. Car il nous était impossible d'attendre janvier pour commencer ces préparatifs. Vous n'êtes pas obligé, de ce point de vue, de rentrer dans la logique qui consiste à dire nous avions 50 000 hommes, on va en mettre 100 000, puis on va en mettre 140 000, et puis une fois que vous en avez 140 000, vous êtes acculé à dire, eh bien parce qu'on a 50 000, maintenant il faut faire la guerre. Les Américains avaient bien entendu un calendrier militaire dont je n'étais pas du tout informé. Et je pense qu'il était régi par un accroissement continu du personnel militaire qui renforçait la pression sur les Irakiens. Et c'était bon pour nous. Plus il y avait de pression, plus il y avait de chances qu'ils coopèrent. Et même nous apportent des documents ou des armes s'ils en avaient. Mais naturellement et sans doute, les Américains espéraient-ils aussi que les Irakiens craqueraient en février ou début mars sous une telle pression. Logique de pression ou d'intervention, seul Donald Rumsfeld le sait, qui met inexorablement en place un dispositif conduisant la guerre. Bien avant l'échéance possible du printemps et sans aucune consultation avec les autres membres du Conseil de sécurité, les ordres donnés par le secrétaire à la Défense mobilisent près de 200 000 hommes pour la mi-février. De son côté, la Grande-Bretagne annonce l'envoi de 26 000 soldats. Le moment cathartique, si le terme convient, a eu lieu quand les Français ont demandé un débat au Conseil de sécurité. C'était en janvier, c'est ça, un lundi de janvier pour discuter du terrorisme international. Le 20 janvier s'est passé comme un de ces vieux films où l'on voit un train arriver de loin
et où il n'y a rien à faire pour éviter la collision. Pour moi, c'est un peu ça le 20 janvier. En janvier, c'est la France qui préside le Conseil de sécurité et c'est un atout que Dominique de Villepin décide de jouer. Nous n'avions pas oublié que la grande croisade, la grande bataille de la communauté internationale, c'était le terrorisme. Or, il se trouve qu'à ce moment-là, le comité de lutte contre le terrorisme doit se réunir et nous pensons qu'il faut que la communauté internationale se ressaisisse sur cette question et que l'Irak ne doit pas occulter ces autres questions. Et nous demandons donc une réunion solennelle du Conseil de sécurité, une réunion au niveau des ministres sur le terrorisme. Nous prenons cette initiative. Et évidemment, j'ai en tête qu'à cette occasion, en marge de cette réunion, nous pourrons faire le point sur la situation irakienne. La réunion du 20 a été convoquée par le ministre de Villepin pour que nous parlions du terrorisme. C'est ce que j'ai fait à la réunion et c'est ce que tous les autres ont fait. Ce matin du 20 janvier, jour férié aux États-Unis, derrière les manteaux en poil de chameau et bien que Frenchies, c'est une véritable délégation de pistoleros décidée à en découdre qui se rend au Conseil de sécurité. Nous nous retrouvons donc pour cette réunion officielle sur le terrorisme. Je préside. Je fais une intervention, je ne prononce pas le mot de l'Irak. C'est Colin Powell lui-même qui décide d'en parler. Joschka Fischer évoque aussi cette question. Plusieurs intervenants parlent de l'Irak. Et je dois donc faire, en tant que président du Conseil de sécurité, ma conférence de presse. Et là, pour éclaircir les choses, je décide donc de présenter la position française sur l'Irak. Et je suis violemment pris à partie, une fois présentée la position de la France, violemment prise à partie par un représentant de la presse américaine qui dit « Mais la France, comme d'habitude, se ralliera au dernier moment, et la France, comme d'habitude, après avoir joué les empêcheurs de tourner en rond, acceptera de partir en guerre en Irak. » Et je dis très clairement, nous pensons qu'aujourd'hui, rien ne justifie d'envisager l'action militaire. Et la question m'est alors posée du droit de veto. Je refuse de répondre sur cette question parce qu'elle est évidemment prématurée, mais je dis clairement, la France, comme membre permanent du Conseil de sécurité, assumera toutes ses responsabilités, fidèles aux principes qui sont les siens. Et je réponds là une nouvelle fois à la question qui m'a été posée sur l'inconstance de la France. Croyez bien qu'en matière de respect des principes, nous irons jusqu'au bout. Il a fait une déclaration qui n'avait rien à voir avec notre réunion. La réunion était censée porter sur le terrorisme et il a décidé de répondre à une question concernant l'Irak, d'une manière qui posait problème. Mais je n'en ai pas pris conscience immédiatement. Je ne l'ai fait que plus tard dans l'après-midi, quand j'ai pu prendre connaissance de ce qu'il avait dit. Dans les heures qui ont suivi, alors même que, je le rappelle, je viens de faire ma conférence de presse, je pars déjeuner avec Kofi Annan, nous coprésidions le déjeuner, Colin Powell. Je lui dis, j'ai eu une conférence de presse difficile, j'étais violemment pris à partie sur l'Irak, voilà ce que j'ai dit. Je ne lui ai pas répondu directement parce que je n'ai été mis au courant qu'une heure ou deux plus tard, seulement après le déjeuner. À chacun sa vérité. Ces images du déjeuner, filmées par le Quai d'Orsay, ne permettent guère de savoir si Colin Powell sourit parce qu'il ne sait pas ce que Dominique de Villepin vient de dire à la presse, ou bien parce que les propos du ministre français à ce moment-là ne le gênent pas. Le lendemain, le Washington Post fait un grand article en disant que Colin Powell était tombé dans une embuscade diplomatique. C'est dire que, à un moment donné, donc, certaines parties des médias ou de l'intelligentsia américaine ont le sentiment que la position de la France peut mettre en difficulté, peut compliquer la stratégie de certains Américains. Et ce thème de l'embuscade est devenu après, qui je le rappelle est au départ une position médiatique du Washington Post, devient peu à peu la phrase employée par l'administration américaine. Colin Powell, qui est un très grand secrétaire d'État et qui est en même temps un très grand soldat, avait compris que la logique de guerre était en train de l'emporter sur la logique du désarmement pacifique de l'Irak. Et que dans le fond, faire porter la responsabilité de son changement de position, de son alignement sur une décision qui était en train de se prendre, sur les épaules des Français, était assez commode. C'est beaucoup trop machiavélique. Beaucoup trop machiavélique. J'ai vu Colin Powell et Jack Straw très peu de temps après. Et je peux vous assurer qu'ils croyaient sincèrement avoir été piégés. Comme souvent dans cette fin de partie, c'était assez commode de dire les Français
etc., etc. Blame the French. Des membres très importants de l'administration américaine m'ont dit qu'ils ne pensaient plus pouvoir désormais considérer la France comme un partenaire et que se posait la question de savoir si la France était un ennemi. La France est devenue la bête noire du gouvernement américain et de la partie de l'opinion publique qui le soutient. Pour le chancelier allemand Gerhard Schröder, jusque-là en première ligne dans l'opposition aux États-Unis, ce changement est bienvenu. Jacques Chirac et lui resserrent leurs liens en célébrant le 40e anniversaire du traité franco-allemand. Mais, tout à la joie de l'événement, ils négligent quelque peu leurs partenaires européens, renforçant du même coup la division de l'Europe. Il y a eu une certaine jalousie que nous, Allemands comme Français, avons sûrement sous-estimée. Nous avons cru naïvement pouvoir célébrer cet anniversaire sans tenir compte de nos partenaires. En réalité, nous n'avons rien fait d'autre que confirmer la position de la France et de l'Allemagne. L'occasion a été trop belle, et ce vieux renard de Rumsfeld en profite aussitôt pour s'engouffrer dans la brèche. Now, you're thinking of Europe as Germany and France. I don't. I think that's old Europe. If you look at the entire NATO Europe today, the center of gravity is shifting to the east. And there are a lot of new members. And if you just take the list of all the members of NATO and all of those who've been invited in recently, what is it, 26, something like that? You're right. Germany has been a problem, and France has been a problem. But just a minute. But you look at vast numbers of other countries in Europe. They're not with France and Germany on this. They're with the United States. Si Donald Rumsfeld suit sa propre logique, les Nations Unies ont la leur. Le 27 janvier est le jour tant attendu où Hans Blix doit remettre son premier rapport, celui qui risque de déterminer toute la suite des événements. Cooperation might be said to relate to both substance and process. It would appear from our experience so far that Iraq has decided in principle to provide cooperation on process, notably access. A similar decision is indispensable to provide cooperation on substance. Ils étaient ravis, ils ont dit que cela montrait que les Irakiens ne coopéraient pas sur le fond, c'est-à-dire ce qu'ils voulaient entendre. Ils n'ont jamais cru que Saddam et l'Irak coopéraient. Ils ont donc dit que cela confirmait leurs soupçons, et ils étaient très contents. Mais je n'avais pas l'intention de faire le jeu de qui que ce soit. Et j'ai donc essayé de donner un rapport exact de ce que j'avais vu. Mais ça ne dérangeait pas de bousculer les Irakiens parce qu'ils ne nous avaient pas remis de documents ni ne s'étaient montrés très coopératifs. Je trouvais donc bien de secouer les Irakiens et ça les a effectivement secoués. Ils sont devenus très énergiques et même frénétiques après ça. Ils ont réalisé qu'ils devaient faire quelque chose. 2 jours plus tard, dans son discours annuel sur l'état de l'Union, George Bush continue lui aussi de maintenir la pression dans sa guerre contre le terrorisme. The war goes on, and we are winning. Ce 28 janvier, Colin Powell et Donald Rumsfeld affichent d'autant plus leur solidarité que leur désaccord est connu de tous. Alors que George Bush s'apprête à faire quelques révélations, Colin Powell sait que son crédit personnel va être mis en jeu dans les jours qui viennent. The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. Our intelligence sources tell us that he has attempted to purchase high-strength aluminum tubes suitable for nuclear weapons production. Saddam Hussein has not credibly explained these activities. He clearly has much to hide. Il a fallu du temps avant que les renseignements américains se décident à nous aider et à nous transmettre des informations. Nous avions envoyé des inspecteurs sur plusieurs de ces sites.
Et à aucun moment nous n'avons trouvé d'armes de destruction massive ou d'autres choses interdites par la résolution 687. Nous avons découvert des moteurs de fusée, de vulgaires moteurs. Et même s'ils avaient été importés illégalement, il ne s'agissait pas d'armes de destruction massive. C'est à ce moment-là, en janvier, que j'ai commencé à avoir de sérieux doutes sur les services de renseignement, en disant qu'ils avaient l'air d'être sûrs à 100% qu'il y avait des choses, et de savoir à 0% où les trouver. Le 5 février, le soldat diplomate Colin Powell est envoyé en mission commandée à l'ONU. Derrière les habituels retrouvailles et sourires de circonstance, il est chargé de dessiller les yeux des membres du Conseil de sécurité et par là même ceux du monde entier en présentant un certain nombre de ces fameux smoking guns qu'Hans Blix et les siens n'ont toujours pas trouvés. Il est accompagné d'un ange gardien qui n'a pas vraiment l'air commode, George Tenet, le patron de la CIA. Powell était alors enfermé au siège de la CIA, en train d'examiner les renseignements qui allaient former la base de sa présentation du 5 février. Et j'ai longuement parlé avec lui au téléphone pendant ce week-end. Et la présentation reflétait le travail de l'ensemble des services secrets américains. Et ce qu'ils m'ont donné pour la présentation concordait avec ce qu'ils avaient dit déjà depuis longtemps. Cela concordait avec les renseignements que détenait le gouvernement précédent sur les activités de Saddam Hussein. Et cela concordait également avec ce que nous savions de la plupart des pays étrangers et de leurs services de renseignement sur les buts de M. Saddam Hussein. Ce que vous allez entendre est une conversation enregistrée par mon gouvernement. Elle a eu lieu le 26 novembre de l'année dernière, un jour avant que les équipes de l'ONU reprennent leur inspection en Irak. Oui, oui. Oui, nous avons ce véhicule modifié. Oui. Que dirons-nous si l'un d'entre eux le voit? Vous n'en avez pas de modifié. Vous n'en avez pas. Mais si, j'en ai un. Lequel? Il vient d'atelier? De la Al-Kindi Company. Laissez-moi revenir sur certains éléments clés de la conversation que vous venez d'entendre entre ces deux officiers. Tout d'abord, ils sont inquiets. Que dirons-nous si l'un d'entre eux le voit? Et qu'est-ce qui les inquiète? Ce qui les inquiète, c'est que c'est quelque chose qui ne devrait pas être vu. Le général se montre incrédule. Vous ne l'avez pas fait modifier? Vous n'en avez pas un comme ça? Mais si, j'en ai un. Lequel? De la Al-Kindi Company. Il s'agit d'une entreprise bien connue pour avoir été impliquée dans des activités liées à des systèmes d'armes interdites. Je vais vous passer une autre bande. Quand vous interceptez une conversation dans laquelle un Irakien dit à un autre « Enlève ça de là, ça n'est pas censé se trouver là », qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites qu'on a caché quelque chose aux inspecteurs. Nous pensions, l'administration a pensé qu'il était très important que les gens le comprennent. Il y avait des suspicions, il y avait des présomptions, mais il n'y avait pas de faits nouveaux. Une conversation téléphonique enregistrée, on peut lui faire dire beaucoup de choses. Nous ne savions pas d'où venaient ces bandes. Étaient-ce les Américains qui avaient écouté les Irakiens? Ou venaient-elles de M. Chalabi et de l'opposition irakienne? De quoi s'agissait-il? C'était intéressant si c'était vrai, mais depuis, nous n'avons jamais su d'où elles venaient. Les renseignements ne sont jamais à 100% exacts et rarement à 100% faux. Ça se situe toujours quelque part entre les deux. À la fin de la journée, si vous avez des décisions à prendre et que vous êtes dans l'incertitude, vous ne pouvez vous en remettre qu'au meilleur jugement possible. Regardez la photo à gauche. Le camion est caractéristique. C'est un véhicule de décontamination au cas où quelque chose se passerait mal. C'est caractéristique de ces 4 bunkers. Les équipements de sécurité spéciale et le véhicule de décontamination resteront dans les parages pendant que les gens travaillent dans les différents bunkers. Maintenant, regardez la photo de droite. Les véhicules sont partis. On les a fait partir au moment où l'équipe d'inspecteurs des Nations Unies arrive dans la partie inférieure de la photo sur la droite. Les bunkers sont irréprochables quand les inspecteurs arrivent. Ils n'ont rien trouvé. C'est vrai, on n'a jamais de certitude à 100%. Et les choses sont plus difficiles pour les gouvernements que pour les inspecteurs. Les inspecteurs apportent ce qu'ils voient, les gouvernements doivent en général prendre des décisions sans tout savoir à 100%. Et je comprends ça. Mais je ne pense pas que ça dispense les gouvernements de la nécessité de procéder à un examen critique des preuves qu'ils détiennent. Wir uns eigentlich durch die Präsentation von Powell
L'exposé de Powell a confirmé les informations que nous avions. Or, eu égard à ces informations, il n'y avait à nos yeux aucune raison d'interrompre les inspections. Bien au contraire, il fallait poursuivre ces inspections. La question qui se pose n'est pas de savoir combien de temps nous voulons donner aux inspecteurs pour être désappointés par l'obstruction irakienne, mais combien de temps encore nous allons supporter la non-obéissance de l'Irak avant de dire en tant que Conseil de sécurité des Nations Unies, assez, ça suffit, ça suffit. Un bon nombre de membres étaient déjà convaincus avant notre entrée dans la salle, parce qu'ils avaient eux aussi leur propre service de renseignement. Certains membres restaient à convaincre, d'autres ne seraient jamais convaincus. C'est bien connu. À l'ONU, moins on est convaincu et moins ça va, plus on se sourit. Mais Colin Powell en a vu d'autres. Il s'est vu assigner un des rôles les plus difficiles de sa carrière puisque double. Celui d'un diplomate modéré dont le capital de sympathie doit permettre de faire passer un message de guerre. Et il n'est pas homme à se dérober. D'autant plus que maintenant, des deux côtés, on commence à se compter. C'est sans doute pour cela qu'il a l'air de particulièrement cajoler Solomon Passy, ministre des Affaires étrangères bulgare et l'un de ses plus sûrs alliés, tandis que Dominique de Villepin semble connaître depuis toujours M. Tang, le ministre des Affaires étrangères chinois. Mais ce jour-là, ce qui frappe le plus, c'est la complicité des gardiens du temple onusien. Pas de chaîneau manquant, plutôt l'image d'un verrou formé par Hans Blix, son collègue El Baradei et Dominique de Villepin. Verrou à 6 bras, que ce costaud de Powell aura bien du mal à faire sauter. 3 jours plus tard, Donald Rumsfeld, célèbre ami de la vieille Europe et chantre de la guerre préventive, est à Munich où il défend son point de vue devant l'OTAN. It's difficult to believe that there still could be question in the minds of reasonable people open to the facts before them. The threat is there to see, and if the worst were to happen, and if we had done nothing to stop it, not one of us here today could honestly say that it was a surprise. On ne voyait pas les choses de la même manière. Je n'étais pas en colère. Mais j'ai voulu défendre mon point de vue, encore une fois, avec la passion qui est parfois la mienne. Il s'agissait tout de même de choisir entre la guerre ou la paix. La décision pouvait avoir des conséquences multiples. Il fallait tout essayer, une dernière fois. Wenn man abwägt zwischen den Risiken eines Krieges und dem Risiko, das Irak heute darstellt, sind wir schon so weit, dass wir sagen können, wir haben alle anderen Mittel erschöpft. Und da bin ich der Meinung, wir haben mitnichten alle anderen Mittel erschöpft. Wir verdanken den USA, weil wir uns von den Nazis nicht selbst befreit haben und weil wir unsere Demokratie ohne ihre Hilfe nicht aufgebaut hätten. Nur meine Generation hat dabei gelernt, you have to make the case. And to make a case in the democracy, you must convince by yourself. Excuse me, I'm not convinced. This is my problem. And I cannot go to the public and say, oh, well, let's go to war because there are reasons and so on, and I don't believe in that. Heureux Joschka Fischer, en phase avec son opinion venue contester Donald Rumsfeld, tandis que partout en Europe se fait de plus en plus entendre le cri des anti-guerres. Le 14 février, Hans Blix est de retour devant le Conseil de sécurité. Et il entend bien répondre aux allégations faites par Colin Powell lors de la séance du 5 février. Colin Powell avait été envoyé là pour présenter toutes sortes de pistolets fumants. Nous les avons bien observés et j'ai trouvé que Colin Powell avait fait une très bonne présentation. Mais j'ai transmis le matériel à mes experts en leur demandant d'en faire une analyse et de me dire si c'était convaincant. Et comme ils sont revenus avec pas mal de commentaires critiques, j'ai eu le sentiment que je devais dire un mot là-dessus. I would like to comment only on one case which we are familiar with, namely the trucks identified by analysts as being for chemical decontamination at a munitions depot. We have noted that the 2 satellite images of the site were taken several weeks apart.
the reported movement of munitions at the site could just as easily have been a routine activity as a movement of proscribed munitions in anticipation of imminent inspection. Our reservation on this point does not detract from the appreciation of the briefing. Nous sentons bien qu'il se passe quelque chose autour de la table. Et c'est pour cela que nous choisissons de dire aussi fortement, je choisis de dire aussi fortement, dans un texte que j'avais soigneusement préparé avec le président de la République, que la position de la France est une position qui sera une position de responsabilité, fidèle aux principes que nous y avions énoncés, qui avait bien deux visions de l'ordre international, et que nous pensions qu'il fallait être fidèle aux principes qui étaient les nôtres. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Je vous remercie, Monsieur le Président. À l'ONU, le personnel des délégations n'a jamais pour habitude d'applaudir. Mais ce jour-là, oui. Dominique a fait un très bon discours pour lequel il méritait d'être applaudi. Mais l'atmosphère devenait franchement lourde. Alors je me suis dit qu'il fallait que je trouve une sorte de bon mot pour tenter d'alléger l'atmosphère. Mr. President, I speak on behalf of a very old country, founded... founded in 1066 by the French. Thank you. Par bonheur, ça a détendu l'atmosphère. Et ensuite, on m'a écouté. S'il a été écouté à l'ONU, Jack Straw n'a apparemment pas été entendu à Londres, qui connaît le lendemain la plus grande manifestation jamais vue dans la capitale britannique, tandis que le fameux dossier sur les armes de destruction massive est maintenant contesté de toutes parts. Ce jour-là, l'opinion publique mondiale rappelle qu'elle est aussi l'un des grands personnages de cette crise. Samedi 15 février, on défile massivement dans le monde entier contre la guerre. En Amérique latine, en Asie, en Europe, aux États-Unis même. Devant un tel déferlement populaire, les alliés des Américains ne peuvent pas aller plus loin sans un mandat de l'ONU. Autrement dit, une nouvelle résolution. Blair voulait une résolution. Howard en Australie en voulait une. Aznar en Espagne disait en vouloir une. Et je crois que Berlusconi disait la même chose. Les dirigeants étrangers étaient nombreux à dire aux Américains « il nous faut une deuxième résolution ». Ou tout au moins, il faut qu'on nous voie essayer d'en obtenir une. Les États-Unis n'étaient pas partants pour une deuxième résolution. Mais plusieurs de nos amis, notamment les Britanniques, mais aussi les Australiens et quelques autres, estimaient qu'une deuxième résolution ferait une nouvelle fois la démonstration de la volonté du Conseil de sécurité. Ces amis nous ont donc poussés à demander une deuxième résolution, ce que nous avons essayé. On n'a aucune raison de revenir devant le Conseil de sécurité, puisque le rapport même des inspecteurs, qui est censé être le fondement qui doit permettre, en cas de crise, de constater le manquement,
eh bien, n'est pas là. Il n'y a pas de légitimité à revenir devant le Conseil de sécurité pour une deuxième résolution, puisque les choses progressent comme prévu par la résolution 1441. Il a donné l'impression, pour dire ça en termes charitables, qu'en aucun cas la France n'accepterait une deuxième résolution. Mais si c'était exclu par principe, pourquoi donc étions-nous tous en train de travailler alors que la position de la France avant la 1441 avait consisté à réclamer une deuxième résolution? Il y avait là une énorme contradiction. À l'ONU, qui dit résolution dit vote. Craignant d'être mis au pied du mur par les Américains, le président français Jacques Chirac envoie le 21 février à la Maison-Blanche son ambassadeur, Jean-David Lévite. Il y rencontre Stephen Adlai, le numéro 2 du Conseil national de sécurité. Mon message était destiné à dire, attention, qui dépose un projet de résolution, surtout quand ce sont les États-Unis, veut dire aller jusqu'au vote. Et mon message était, êtes-vous bien sûr d'avoir une majorité? Parce que le pire pour les États-Unis, ce serait de déposer un projet de résolution autorisant le recours automatique à la force et de se retrouver, en quelque sorte, à demander la permission d'aller à la guerre avec en face une majorité qui dit non. Conseil amical d'un allié ou simple pragmatisme pour éviter de contrer l'Amérique en opposant un veto à sa résolution? En tout cas, ce 5 mars à Paris, Dominique de Villepin, entouré par ses homologues russes et allemands, n'est pas seul. Dans ce contexte, nous ne laisserons pas passer un projet de résolution qui autoriserait le recours à la force. La Russie et la France, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, prendront toutes leurs responsabilités sur ce point. Je crois que les termes employés sont clairs. Il n'y aura pas de deuxième résolution ouvrant la voie à l'emploi de la force votée par le Conseil de sécurité. Je pense que c'est assez clair. À la recherche désespérée d'une deuxième résolution qui se dérobe chaque jour davantage, Jacques Straw, à en juger par sa mine, a bien compris le message. Pourtant, ce 7 mars, quand il se rend à la nouvelle réunion du Conseil de sécurité, il n'est pas au bout de ses peines. Mohamed El Baradei, collègue de Blix et responsable de l'Agence internationale de l'énergie atomique, lui réserve une nouvelle surprise. Based on thorough analysis, the IA has concluded, with the concurrence of outside experts, that these documents, which form the basis for the reports of recent uranium transaction between Iraq and Niger, are in fact not authentic. Le président Bush y a même fait référence dans son message sur l'état de l'Union, rappelez-vous. Et pourtant, ça s'est avéré être un faux. Ils avaient gardé ce rapport dans les services de renseignement en 2002 pendant des mois et des mois. Et ils l'avaient remis au président des États-Unis pour qu'il le cite. Et par la suite, quand l'AIEA l'a eu en 2003, il ne leur a fallu que 2 jours pour établir que c'était un faux, une falsification. La tradition britannique veut qu'on ne lâche jamais prise, surtout dans l'adversité. Ce jour-là, Jacques Straw ne perd rien de sa pugnacité et de sa causticité toute british, rappelant à son collègue français que si la pression diplomatique est une chose, le rouleau compresseur militaire en est une autre. In his remarks, Dominique de Villepin described a lot of diplomatic pressure. Dominique went on to say, and the United States and United Kingdom forces lend support to that pressure. With respect to you, my good friend, I think it's the other way around. I really do. The strong outside pressure is, and let us be blunt about this, the presence of over 200,000 United States and United Kingdom young men and young women willing to put their lives on the line for the sake of this body, the United Nations. Mon raisonnement était le suivant. Et s'il y avait un quelconque respect des obligations, c'était uniquement parce qu'il y avait une menace militaire crédible. Or, je pense que la France a minimisé cet aspect. Telle était ma thèse. Mais je n'avais aucun doute sur le fait que Saddam Hussein n'obtempérait pas.
Et jamais à aucun moment Blix ou un membre du Conseil de sécurité n'a dit que Saddam remplissait exactement et pleinement les termes des obligations qui lui avaient été fixées. Jamais. I wish we lived in a different world where this was not necessary. But sadly, we live in that world. And the choice, Dominique, is not ours as to how this disarmament takes place. The choice is Saddam Hussein's. It's his choice. Désormais, l'affrontement ne se limite plus à l'hémisphère nord. Chaque camp s'efforce de gagner à sa cause le groupe des indécis, celui qui fera basculer le vote. Le 9 mars, Dominique de Villepin s'envole pour un périple de 14 000 km, visitant 3 capitales africaines en 48 heures. Dominique de Villepin avait une vision très forte qui est devenue celle du gouvernement français. Peut-être était-ce l'idée du gouvernement français dès le départ, et il l'a défendue très fort. Je pense qu'il a dépassé les bornes, comme on dit, quand il est allé en Afrique pour encourager plusieurs pays africains sur lesquels la France a de l'influence à s'opposer aux États-Unis. Ce n'est pas un voyage, quand je me déplace en Afrique, qui est fait contre les États-Unis. Je rappelle d'abord que des émissaires américains et britanniques avaient été envoyés en Afrique avant qu'ils ont été envoyés après. Donc c'était véritablement dans un objectif d'explication et, dans le cas de la France, de responsabilité. Tout aurait été parfaitement normal si le gouvernement français avait dit « Nous ne sommes pas d'accord avec ça, nous ne le soutiendrons pas ». Mais aller au-delà et tenter de nous empêcher d'accomplir ce que notre président considérait comme un acte d'autodéfense essentiel ne correspondait pas à l'attitude d'un ami ou d'un allié. 3 pays africains siégeaient au Conseil de sécurité et je passais mon temps à les appeler ou à recevoir leur ministre des Affaires étrangères ou leurs représentants à New York. Nous tâchions tous de déterminer quel serait leur vote. Le gouvernement américain mettait la pression sur tout le monde, tous les pays, petits et grands. Que ce soit en Europe, en Asie ou au Moyen-Orient, sur les Arabes, les musulmans, les Européens, les Latino-Américains, ils mettaient la pression sur tout le monde. Nous étions en train de clore une négociation portant sur un traité de libre-échange entre les États-Unis et le Chili. Et beaucoup de gens pensèrent, aussi bien au Chili qu'à l'extérieur du pays, que la décision prise par le Chili pouvait menacer, voire même signifier, la non-ratification du traité. Quelqu'un a écrit dans un journal « Attention, si on n'accorde pas notre soutien aux États-Unis, on va avoir des problèmes ». Un autre a écrit « Si on n'accorde pas notre soutien aux États-Unis, ils vont s'en prendre à nos sans-papiers. La police va les pourchasser et les renvoyer chez eux. » En fait, on voulait que les émigrés mexicains et les Mexicains en général crient tous d'une même voix « On ne peut pas faire ça ». Mais la réaction était complètement inverse. Et les gens dans la rue disaient « Bien sûr qu'on peut faire ça. On est un pays libre. On a notre dignité. » Nous n'avions pas encore obtenu le soutien des Chiliens ou des Mexicains. Mais j'avais par ailleurs bon espoir d'obtenir le soutien des 3 pays africains. En cela, j'étais confiant. Quand cette crise a commencé, nous avons écouté beaucoup de choses. J'ai lu beaucoup de choses dans les journaux. On a dit que ce sont des pays pauvres qu'on peut acheter facilement. Ils ont des difficultés, ils n'arrivent pas à manger, n'arrivent pas à boucler leur budget. Alors on leur proposera de l'argent et tout de suite ils vont voter pour. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ces pays aussi ne voulaient pas porter l'ensemble de la responsabilité d'un vote qui aux Nations Unies aurait pu être reproché, qui aurait pu leur être reproché par les Américains. Donc ces pays nous disaient, écoutez, vous les Français, vous êtes parmi les grands pays du Conseil de sécurité, membres permanents, prenez vos responsabilités. Le 10 mars, Jacques Chirac prend effectivement ses responsabilités, évitant aux pays indécis ce choix, devoir affronter les États-Unis ou devoir se soumettre à leurs lois. Ma conviction, c'est que ce soir, cette résolution comportant un ultimatum et donc donnant le feu vert international à la guerre n'a pas une majorité de 9 voix. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème de veto. Alors, deuxième hypothèse, un certain nombre de gens changent d'avis et par rapport à ce que je crois être leur sentiment ce soir,
Et à ce moment-là, quelles que soient les circonstances, la France votera non parce qu'elle considère ce soir qu'il n'y a pas lieu de faire une guerre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire le désarmement de l'Irak. Nous avions la très nette impression que le gouvernement français ne croyait pas qu'une solution militaire au renversement du régime de Saddam Hussein était nécessaire ou avisée. Et nous le savions depuis le début. Et tout ce qui en a découlé ensuite m'est apparu comme une manœuvre tactique de Villepin, du président Chirac, dans le but d'appliquer la politique française qui consistait à ne pas renverser Saddam par la force. D'une certaine manière, nous nous attendions à ce que la France puisse mettre son veto. J'ai été surpris par le caractère emphatique des termes qu'il a employés. Nous refusons, en d'autres termes, de déléguer de façon automatique notre responsabilité d'un recours à la force. Tout simplement parce que pour la France, faire la guerre, ça ne se délègue pas. Et ça s'analyse en fonction de circonstances précises et particulières. On ne s'en remet pas à un processus quelconque pour décider s'il faut ou non faire la guerre. Il était absolument essentiel pour nous de faire savoir que nous étions prêts à faire ça tout seuls. Sinon, le président américain aurait dit que la décision de défendre les États-Unis en traitant avec Saddam Hussein allait être prise à Londres ou à Paris. Aucun président américain ne peut accepter ça. L'Amérique a toujours été soucieuse de la vie de ses boys. Le zéro mort de la guerre du Golfe n'a fait que la conforter dans cette idée. Juin, juillet pointent à l'horizon. Pas question de combattre en tenue de protection chimique dans les conditions extrêmes de l'été irakien. Et puis n'importe quel militaire sait que des soldats qui s'épuisent à attendre dans des conditions difficiles deviennent moins performants, c'est-à-dire plus vulnérables si combat il y a. Pas question de cela pour l'Amérique. Même si les Anglais, leur opinion publique aux trousses, courent toujours derrière un illusoire délai que l'allié américain n'est désormais plus prêt à leur octroyer. Le président, le secrétaire à la Défense et le secrétaire d'État avaient une décision très difficile à prendre. Jusqu'à quand risqueraient-ils les vies des Américains, histoire d'attendre? En quoi attendre était-il profitable? Le président a finalement décidé de ne pas voter une deuxième résolution et de simplement se retirer, pour limiter les dégâts en un sens. Ce n'était pas une victoire pour les États-Unis en aucun cas et d'aucune manière, mais c'était sûrement un moyen de limiter la casse. Nous pensions que même sans ce vote, la résolution 1441 nous donnait toute l'autorité nécessaire pour mener des opérations militaires qui seraient en accord avec la volonté du Conseil de sécurité de l'ONU. Le 17 mars à New York, le moment de vérité est arrivé. Jeremy Greenstock, l'ambassadeur anglais à l'ONU, s'apprête à délivrer la sienne devant un parterre de journalistes toujours avides de chaos. Le projet de résolution va être retiré. Les Britanniques, qui en avaient fait une condition de leur engagement, cherchent désespérément une excuse et les coupables semblent tout trouver. That Council consensus will not be possible in line with Resolution 1441. One country in particular has underlined its intention to veto any ultimatum, quote, no matter what the circumstances, unquote. Un membre de mon équipe s'approche de moi et me dit voilà, monsieur l'ambassadeur, vous savez que peut-être que dehors, votre collègue américain et votre collègue britannique sont en train de dire que, avant même de rentrer en séance, qu'ils allaient retirer le projet de résolution et ils en rendent responsable la France. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti de séance et puis je suis allé devant les caméras et j'ai expliqué la vérité, c'est que les Anglais et les Américains n'ont jamais eu les voix. Ils n'ont jamais eu les voix. The majority of the council confirmed that they do not want to authorize the use of force. The majority consider that it would not be legitimate, whereas the inspection is producing result to take such a decision. Thank you very much.
les membres du Conseil n'étaient pas prêts à donner un coup de tampon sur une décision prise ailleurs qu'ils considéraient comme illégitime. C'est ça l'histoire. War is always a catastrophe. It leads to major human tragedy. Lots of people are going to be uprooted, displaced from their homes, and nobody wanted that. And this is why we had hoped that the Iraqi leadership would have cooperated fully, and we would have been able to do this without resort to use of force. But the little window that we seem to have seems to be closing very, very fast. I'm not sure at this stage the Council can do anything in the next couple of hours. Thank you very much. Les services de renseignement défaillants, c'est très grave quand vous tirez des missiles ou déclenchez des guerres. Et il est évident qu'ils ont déclenché cette guerre pour se débarrasser d'armes de destruction massive irakiennes qui n'existaient pas. Une des raisons pour lesquelles les Américains étaient à l'aise sur ce point, et avec le recul, ça ne manque pas d'ironie, c'est que nous étions persuadés qu'après la guerre, nous trouverions un grand nombre d'armes de destruction massive. Ce qui nous mettait en position de dire après coup, tenez, voilà les équipements, voilà la technologie qui nous inquiétait depuis le début. S'ils avaient dit « nous n'avons aucune certitude au sujet de ces armes, nous ne pouvons pas vivre dans cette incertitude », ça aurait été vrai et exact. Ou s'ils avaient dit que le régime de Saddam était si sanguinaire que le monde devait s'en débarrasser, ça aurait été exact. Mais je ne pense pas qu'ils auraient obtenu le soutien du Congrès américain ou du Parlement britannique s'ils avaient donné cette justification. Les armes de destruction massive étaient un argument plus convaincant, mais ils reposaient sur une base extrêmement fragile. Techniquement, il était vrai que les États-Unis n'étaient pas du tout obligés de faire la guerre, et ils n'étaient pas obligés de la faire quand ils l'ont faite. C'était une guerre de choix. Une guerre que les États-Unis ont choisi de faire au moment et de la manière qu'ils ont choisi. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. More than 35 countries are giving crucial support, from the use of naval and air bases, to help with intelligence and logistics, to the deployment of combat units. Every nation in this coalition has chosen to bear the duty and share the honor of serving in our common defense. All the men and women of the United States Armed Forces throughout the Middle East, peace and trouble